Chérif, la télévision partenaire de grands événements, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Après le séjour du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans la première région administrative, à la fin du mois de janvier, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, et sa délégation s'est rendue au Sénégal pour un autre séjour allant du 31 janvier au 16 février 2019. Loutou Sidibé, Al-Amidou Badini. Après avoir clôturé sa série d'activités dans la Cité des Rails, et ce dans le cadre de la restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence nationale organisées au mois de mai par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali au Palais des Sports de Bamako, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, et sa délégation se sont rendus au Sénégal. À Diboli, ville frontalière du Mali, une foule innombrable attendait impatiemment l'arrivée du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, afin de lui témoigner leur fidélité et demander auprès de lui des bénédictions. Après les séances de bénédiction et de prière, le guide spirituel des Ansar et l'ensemble de sa délégation ont quitté la terre malienne le 31 janvier 2019, précisément aux environs de 9 h, pour rejoindre ses adeptes au Sénégal. Tout au long de la trajectoire, les gens attendaient l'arrivée du cortège pour saluer le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'est à partir de minuit que la délégation arrive enfin au Sénégal, à sa résidence au quartier Mermoz. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, lors de son séjour en terre sénégalaise, a rendu visite aux Ansar. L'objectif était de venir solliciter des bénédictions auprès de ses adeptes. Al-Amidou Badini. Solliciter de leur part des bénédictions, tel était l'objectif recherché par le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara, à travers cette visite de courtoisie auprès de ses adeptes résidant au Sénégal. Tout heureux d'accueillir ce fervent défenseur de l'islam authentique tiré des enseignements du soufisme, le bureau exécutif des Ansar du Sénégal s'est réjoui de la présence du guide parmi les siens. Selon le président de l'Ansardine nationale du Sénégal, ce séjour du guide laissera un impact spirituel qui contribuera au développement du pays. Nous sommes vraiment comblés de joie, nous sommes très comblés de joie pour la visite de notre guide ici à Dakar cette fois-ci, parce que Dakar a été choisi, c'est une fierté nationale pour nous. Seyd Chérif Ousmane Madani Aïdara affirmera qu'il est certes leur guide spirituel, mais que les bénédictions de ses adeptes sont considérables dans le cadre de cette fraternité islamique. À travers cette rencontre, le guide spirituel a également exhorté les Ansars du Sénégal à redoubler d'ardeur dans le travail pour assurer le progrès de l'islam. Plusieurs villes avaient été proposées au guide, mais son choix s'est porté sur Dakar, donc on ne peut que rendre gloire à Dieu, remercier le Tout-Puissant, et puis aussi dire aussi à Dieu que nous sommes reconnaissants en lui, du fait que le guide puisse être ici pendant au moins 2 semaines, se reposer. Et lui-même, il a dit ouvertement que vraiment, il est vraiment à l'aise. Il s'est vraiment reposé, il a vraiment récupéré. C'était notre objectif principal. Et comme l'objectif est atteint, donc on ne peut que s'en réjouir, quoi. Voilà, vraiment, on dit gloire à Dieu, on dit merci aussi à Dieu pour cette visite au Sénégal. C'est une fierté nationale pour nous, Ansardine du Sénégal. Le guide spirituel a pris congé des Ansars du Sénégal dans la nuit du samedi 16 février, dans la plus grande affection fraternelle ponctuée des bénédictions. Le dimanche 17 février, il est arrivé à Kéniéba pour l'inauguration de sa résidence dans cette ville, œuvre des Ansars de la section, suivi d'un grand prêche dans la nuit. Rappelons que depuis 2008, le guide spirituel des Ansars effectue des séjours de ce genre en terre sénégalaise. La deuxième session du conseil d'administration du Service national des jeunes SNJ s'est tenue ce matin à l'école de maintien de la paix à Alioune Blondin Bey à Amdalaï à CI 2000. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta, Abdul Karim Sako et Samba Traoré.
L'examen du bilan de l'année écoulée, examiner et adopter le programme de programmation des activités et des budgets de l'année 2019. Tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour du deuxième conseil d'administration du service national des jeunes. Les grandes lignes se résument d'abord pour l'examen et l'adoption du PV de 2018. Le budget de 2018 a été revu et puis exécuté à 99,99%. qui se résume en 5 axes prioritaires, dont les 5 axes se retrouvent tous au niveau de la formation des jeunes non fonctionnaires. Donc aujourd'hui, nous avons 600 jeunes qui sont presque en fin de formation commune de base à Bafo, dont 125 jeunes filles. Donc pour cette session de 2019, nous allons d'abord adopter le budget qui a vu une petite baisse, mais qui n'est pas très inquiétante dans la mesure où nous allons travailler avec ce que l'État nous donne. Nous allons essayer de capitaliser nos efforts à travers les connaissances, les partenaires, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par les chefs. Au nombre des axes prioritaires pour cette année 2019, figure en bonne place l'élaboration du plan décennal de promotion du SNJ. 2019, nous avons 2 axes à pister. D'abord, le premier, c'est l'élaboration et l'adoption du plan décennal du service national des jeunes qui nous permettra à juste titre de déterminer le coût de la formation d'un jeune. Également, le plan de communication du service national des jeunes, même si nous passons avant l'adoption des plans par tous les canaux d'information nationaux et privés. Ces axes, c'est la citoyenneté. Le volet formation de la citoyenneté et surtout les campagnes d'information et d'appropriation du service national des jeunes à travers toutes les régions du Mali, excepté Ménaka, dont nous sommes en train de voir comment y aller. Saluant les résultats probants de l'année 2018, le ministre Goïta dira que les SNJ demeurent en bonne place dans le programme 2018-2023. Notre Grand Mali avance du président de la République avant d'énumérer quelques réalisations importantes dont le recrutement et la formation de 600 jeunes. Rappelons que le service national des jeunes a pu exécuter son budget de 2018 à hauteur de 99,99%, toute chose qui aura permis l'atteinte des résultats satisfaisants enregistrés. Le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SINAPO, tient sa 12e édition de la journée scientifique co-présidée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Sadio Chiribe nous en dit plus. Le Centre international de conférences de Bamako, CICB, abrite les travaux de la 12e journée du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SINAPO, au cours desquels plusieurs professionnels de la santé venus d'un peu partout à travers le pays y ont pris part. Cette 12e édition intervient après leur 6e congrès qui s'est tenu le 20 février dernier à l'hôtel Sheraton de Bamako. Elle a abouti au renouvellement du bureau de l'ancien président du SINAPO, Dr Dja Cheikh Oumar, qui s'est dit honoré de la présence de l'ensemble du personnel de la pharmacie en les remerciant pour sa reconduction. Le SINAPO a renouvelé ses différentes instances au niveau de Bamako et dans les différentes régions. Et ce renouvellement aboutit à l'organisation du 6e congrès qui s'est tenu hier à l'hôtel Sheraton. C'est le lieu de remercier sincèrement mes camarades qui m'ont renouvelé leur confiance pour un nouveau mandat. Pour certains invités, cette journée a une importance capitale car elle contribue à aider l'État dans sa politique de vulgarisation du RAMU, régime d'assurance maladie universelle, d'où le thème de cette 12e édition. Tout ce qu'ils font, c'est pour le bien-être de la population. Vous avez aujourd'hui l'assurance maladie universelle, défis et perspectives. Donc ça montre que dans le cadre de l'assurance maladie, les formations ils sont d'un apport capital. Et vraiment nous nous encourageons, nous les soutenons par rapport à ça. Et vraiment félicitations à eux. L'État prend en charge 70% au niveau des officines privées. Donc c'est quelque chose d'énormément important pour tous les Maliens. Donc qui intéresse tous les Maliens, qui est très important pour tous les Maliens.
Donc cette politique-là est l'une des meilleures politiques que le Mali a élaborées. Donc nous avons tous l'obligation d'accompagner la politique sanitaire de l'État, en particulier l'AMO. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se félicite d'avoir co-présidé cette cérémonie d'ouverture en présentant ses vœux de nouvel an au personnel du secteur. Il a par ailleurs réaffirmé le soutien de son département pour d'éventuelles doléances. Il me plaît en ce début d'année de vous présenter aussi mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Puisse cette année 2019 nous apporter beaucoup de succès dans nos entreprises au seul bénéfice des populations maliennes dont nous avons la santé aujourd'hui en charge. C'est l'occasion pour nous, autorités sanitaires et sociales, de réitérer toute notre attention et notre soutien pour le développement du secteur pharmaceutique privé malien. Le président du SINAPO a passé en revue les activités de sa structure menées au cours de l'année écoulée. Autre point, il s'agit notamment de l'accessibilité des produits de santé universels pour tous les Maliens. Chers consoeurs, chers confrères, le SINAPO a participé au Forum pharmaceutique international de Ouagadougou en juin 2018 et à la rencontre statutaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Dans le cadre des échanges, le SINAPO a rencontré l'association des délégués aux visiteurs médicaux et le collectif des jeunes pharmaciens. Au cours de notre rencontre avec le COGET, les discussions ont porté sur la convention collective, l'employabilité des jeunes et de la vente illicite des médicaments dans la rue, dans les cliniques et cabinets. Comme autre activité, le SINAPO a participé aux différentes commissions paritaires pour discuter des difficultés que peuvent survenir dans le paiement des factures AMO et trouver les solutions idoines. Cette journée avait pour thème RAMU, c'est-à-dire Régime d'assurance maladie universelle, défis et perspectives. En guise de rappel, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, procédera à la clôture des travaux de cette 12e édition le 25 février prochain au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Les organisateurs des rencontres africaines de la photographie sont à pied d'œuvre pour les préparatifs de la 12e édition qui célébrera ses 25 ans, organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec l'Institut français et ses partenaires. L'événement s'étendra du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020 à Bamako. Fatoumata Yaya Kane, Draman Mali. La capitale malienne s'apprête à accueillir les rencontres africaines de la photographie qui se tiendront du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Cette 12e édition de la Biennale africaine de la photographie marque les 25 années d'histoire de la photographie riche de rencontres ainsi que de révélations visant à promouvoir les photographes africains et de la diaspora, ouvrant à nouveau les portes de l'une des plus grandes expositions photo au monde. Pour informer l'opinion publique, les organisateurs ont initié un point de presse sur l'état des activités de l'événement. Non, c'était déjà d'annoncer les dates, parce que comme on nous a dit à nos marques, je pense qu'on n'a que 10 mois, ou même dirons bientôt 9 mois pour réaliser ce qu'on devrait normalement faire en 2 ans. Donc pour nous, il est important que dès maintenant, que la presse sache et que dans le monde entier, que les gens commencent à dire, ok, du 1er au 7 décembre, on doit être à Bamako. Donc c'est pour alerter et pour annoncer l'événement. Oui, c'est ce que je disais, on a déjà fait un appel restreint pour les commissaires d'exposition. Donc je pense que dans les jours à venir, le commissaire sera su. Et à partir de ce moment, on va lancer un appel où les photographes de tout le continent vont postuler. Oui, ça c'est la semaine professionnelle. Mais généralement, l'ouverture c'est le 30 novembre, s'il plaît à Dieu. Et la semaine professionnelle du 1er au 7. Et puis après, les expositions continuent jusqu'en janvier 2020. Le budget provisoire, c'est autour de 500 000 €. Il faut rechercher le même montant. C'est pourquoi je dis que je vais beaucoup impliquer le secteur privé. La convention va être signée, je pense, en mars, normalement entre la France et le Mali. C'est une continuité. C'est que comme cette année elle a 25 ans, donc c'est ça qui est un peu exceptionnel et c'est sur ça qu'on veut beaucoup jouer, quoi.
La Biennale africaine de la photographie est un projet du ministère de la Culture en collaboration avec l'Institut français et plusieurs autres partenaires. Au nom du ministre, son représentant a remercié les organisateurs tout en souhaitant l'implication des médias ainsi que des photographes dans la réussite de l'événement. Le choix de Madame la ministre réellement s'est porté sur M. Diarra pour conduire la 12e édition des rencontres de Bamako. C'est un choix également qui n'est pas fortuit, ce n'est pas un choix du hasard. Je pense que M. Diarra est connu réellement au Mali et même à l'extérieur. Et la galerie Médina aussi, nous souhaitons réellement tout le succès à M. Diarra pour conduire réellement cette 12e édition des rencontres Biennale africaine de la photographie. Je pense que son enthousiasme réellement est à saluer. C'est un travail gigantesque qu'il a déjà mené, donc en si peu de temps. Donc le ministère s'est joint à lui et je pense que le directeur de la maison de la photographie, donc nous sommes à sa disposition pour que réellement cette 12e édition soit une réussite. Donc le dernier mot, c'est à l'endroit réellement de hommes et femmes de la presse. Donc nous vous invitons réellement à accompagner M. Diarra pour réellement la réussite réellement de sa mission. Donc votre rôle est fondamental. Également les photographes qui sont réellement les acteurs concernés. Donc on vous invite également à nous accompagner. Notons que cette manifestation s'est imposée comme l'un des événements les plus suivis sur la scène mondiale. Voilà, c'était un commentaire signé Al-Hamidou Badini. L'Alliance Arawan a tenu une conférence de presse à la Maison de la Presse de Bamako. L'objectif était d'échanger avec les hommes de médias sur la réactivation des principes d'Arawan qui visent à consolider la médiation, l'entente et la paix. Mamadou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta. Au dire du conférencier, depuis très longtemps, Arawan a joué un rôle de rassembleur, de médiateur afin de consolider la paix entre les hommes. C'est dans cette optique qu'ils ont à cœur de réactiver Arawan vu la situation qui prévaut dans notre pays. L'objectif de la rencontre, comme vous l'avez constaté, c'est aujourd'hui la redynamisation de l'alliance. Cette alliance est une alliance historique qui réunit plus de 30 à 50 tribus dans le Grand Sahara, et qui a joué depuis le XIIIe siècle, a joué un rôle extrêmement important, un rôle de stabilisateur, de rassembleur, de médiateur. Et aujourd'hui, nous avons vu la situation actuelle. Il était important que Arawan se remobilise pour reprendre son rôle, pour reprendre sa place, pour jouer ce que Arawan a été. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est rétracté. Mais aujourd'hui, il était important que les uns et les autres puissent se remobiliser et que toute la synergie d'action puisse se mettre en place au service de nos différentes communautés et de notre pays. Le conférencier dira que les attentes d'Arawan sont de renforcer l'union entre les filles et les fils du pays, contribuer au développement socio-économique dans un Mali apaisé. Nos attentes aujourd'hui, c'est l'union sacrée. L'union sacrée autour de l'idéal, l'union sacrée autour des problèmes auxquels le Mali est confronté. Aujourd'hui, le problème du Mali n'est plus au nord, n'est plus au centre, mais c'est le Mali entier qui doit se réconcilier avec lui-même. Les populations doivent se réconcilier avec elles-mêmes. Donc il est important de pouvoir avoir des... Parce que Arawan, pourquoi Arawan? Parce que vous avez des instruments traditionnels qui permettent aujourd'hui de pouvoir régler ces problèmes à la base. Donc nos attentes, c'est aujourd'hui de faire la rencontre à Arawan, d'unir tout le monde, discuter sur toutes les questions éventuelles et de pouvoir se mettre ensemble par un cadre de concertation qui va être mis en place pour gérer toutes les questions éventuelles. Je voulais dire qu'Arawan aujourd'hui n'est plus à présenter. Arawan a été créé en l'an 1000. Arawan a été... tous les savants d'Arawan aujourd'hui sont connus comme Ahmed Baba qui a un centre à Tombouctou, Ahmed Baba Al-Arawani comme on le dit, qui aujourd'hui les savants, la plus grande université d'abord islamique a été créée à Arawan, avant l'université islamique de Tombouctou, pour dire qu'aujourd'hui Arawan a été, Arawan va être, Arawan va continuer à être. Rappelons que Arawan est un groupement communautaire qui existe depuis des années.
Et nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Plusieurs partis et personnalités de l'opposition algérienne se sont réunis mercredi 20 février 2019 dans la capitale. Face à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat, cette réunion avait pour but de trouver un candidat unique pour l'opposition. Parmi les participants, certains avaient déjà déclaré leur souhait d'être candidats, comme Ali Benflis, candidat malheureux en 2004 et en 2014, ou Abdelazak Makri, le leader du premier parti islamiste du pays. Mais cette union de l'opposition algérienne semblait impossible à obtenir. En République démocratique du Congo, l'attente de la nomination d'un premier ministre se prolonge. Normalement, il doit être issu des rangs de la majorité parlementaire, c'est-à-dire du Front commun pour le Congo, FCC, qui a remporté la majorité des sièges de députés aux dernières législatives. Cette plateforme FCC s'est transformée mercredi 20 février en un regroupement politique avec comme autorité morale l'ex-président de la République Joseph Kabila. Le chef de l'armée du Nigeria a exhorté les officiers à faire preuve de loyauté et à lutter contre la fraude électorale lors d'une réunion de hauts responsables militaires mercredi à Abuja avant les élections générales de samedi. Ces déclarations interviennent au moment où la tension monte au Nigeria après le report des élections présidentielles et législatives qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'une semaine, quelques heures avant l'ouverture prévue des bureaux de vote le 16 février dernier. Et enfin, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège se sont alarmés mercredi de la nouvelle flambée de violence au Soudan du Sud, soulignant que toutes les parties devaient démontrer leur engagement envers la paix. Les pays de la Troïka, parrain historique de l'indépendance du pays, ont également appelé toutes les parties à assurer la sécurité des civils dans la région méridionale de Yei. Ces nouvelles violences risquent de remettre en cause l'accord de paix et de faire douter la Troïka et les autres partenaires internationaux du sérieux des parties et de leur engagement à parvenir à la paix à un moment critique, ont indiqué les trois pays dans un communiqué commun. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherif La Télévision. Bonsoir à tous.